bienvenue et merci d'être ici et bienvenue à tout le monde. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation et bienvenue à tout le monde. J'avais l'habitude de commencer mes cours avec « Bonjour ». Alors, c'était plus gai que « Bonjour ». Alors, c'était le bonheur, une classe en bonheur. Je veux vous dire que vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Il n'y a aucune mauvaise question. Parfois, il y a des réponses qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas claires nécessairement pour tout le monde. Alors, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de reprendre une explication ou même de la changer si le besoin est là. Je voudrais juste commencer avec deux petites notions mathématiques que je pense des fois, ça peut nous sauver un peu des calculs. Premièrement, quand vous avez une fraction, c'est une opération mathématique, une fraction, ça représente une division. Ici, ce que vous voyez devant vous, c'est 5 divisé par 12. Et c'est comme ça qu'on va changer le nombre, la fraction en nombre décimal, en faisant 5 divisé par 12. Pour aider mes élèves à s'en souvenir, je leur disais, si j'écrivais sur le tableau en très, très gros 5 divisé par 12, les élèves à l'autre bout du champ, dans l'autre école, eux, tout ce qu'ils verraient, c'est qu'ils verraient ça comme ça. Ils verraient une division. Donc, ça veut dire 5 divisé par 12. Alors, souvenez-vous de ça, 5 divisé par 12. Alors, ça peut vous aider à plusieurs reprises. L'autre chose aussi qui revient à quelques reprises dans le test, je l'ai bien regardé, le test, c'est un pourcentage. Alors, si vous n'avez pas 85, mais admettons que vous avez eu un résultat de 85 %, bien, votre enseignant peut l'écrire comme ça, mais votre enseignant peut aussi écrire 85 sur 100. Si vous le savez bien, ça représente exactement la même chose. À la lueur de ce que je viens de vous dire, pour écrire maintenant le 85 % en décimale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 85 divisé par 100. 85 divisé par 100, ce qui va vous donner 0,85. Alors, ça, c'est souvent des choses là, qui sont importantes de connaître. Comment pouvoir faire ces transformations-là. Alors, ça, c'est juste des petites notions en commençant parce qu'on va les réutiliser, vous allez voir, en cours de route. Je pensais cet après-midi m'attarder surtout aux questions de la section 2. Je pourrais pas, j'ai assez de temps pour tout couvrir avec vous, mais je vais essayer d'en couvrir le plus possible. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions, qui auraient peut-être essayé de faire le test, puis déjà, au départ, se poseraient des questions? Est-ce qu'il y en a? Oui, moi. Oui. Bon, moi-même, j'ai fait le test. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps. Et en fait, ma difficulté, c'était au niveau des fonctions affines. J'ai vraiment eu de la misère à retrouver les graphiques, à choisir les graphiques choses. Donc, ça m'a vraiment posé d'énormes problèmes. OK. Mais en fait, j'ai regardé le test comme il faut. Je ne peux pas dire que j'ai vu qu'il fallait faire des fonctions affines à partir de renseignements donnés. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pourrais vous donner une leçon sur les fonctions affines, mais il y a moyen de trouver, d'arriver au résultat sans nécessairement bien connaître la fonction affine. Alors, est-ce que vous pouvez me dire c'est à quel numéro que ce problème-là, vous avez vu? En fait, ce n'est pas sur le test pratique. Oh, OK. Mais sur le test pratique, je pense que c'est juste un seul graphique qu'il y avait. Mais le test réel, même je l'ai fait, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, il y a eu vraiment assez de questions sur ça. Je vous dirais qu'il y a eu vraiment assez de questions là-dessus.
Ah oui, hein? Ben, je vais vous en inventer un. OK. Est-ce que vous voulez que ce soit à partir du graphique ou à partir d'une table de valeur? Il y avait les deux, mais Il y avait les à deux. partir du graphique, il y avait vraiment assez. OK, alors allons-y, d'accord? Alors, X, Y. Admettons, on me donne 3, non, j'irai pas avec 3, excusez-moi. Je vais faire 4, 6, 8, 10 et j'ai de l'autre côté 100, 90, 80, 70. On demande une fonction affine. Pour ceux qui sont moins connaissants dans ce vocabulaire, ce qu'on appelle une fonction affine en mathématiques 9e année, c'est une droite. C'est une droite. Alors, elle peut être comme ceci, elle peut être inclinée de différentes façons. Ce que je viens de dessiner, c'est un plan cartésien. Je l'ai fait vite. Hein? Il n'y a pas de, c'est pas bien fait, là. C'est pas, il n'y a pas les mesures, il n'y a pas non plus, c'est pas gradué, mais c'est juste pour vous montrer que ça devient une fonction affine, c'est une droite. D'accord? Et l'équation de la fonction affine, se résume par y est égal à mx plus b. Alors, le y et le x font partie de l'équation, hein, de la fonction, de l'équation de la fonction. Ce qu'il faut trouver ici, c'est le m et le b. D'accord? Le b sera toujours la donnée des y qui correspond avec le 0 du côté du x. Alors ici, il n'y a pas de 0. Donc, on va devoir se rendre au 0 pour pouvoir trouver le b, qui va être le nombre associé au 0. Si vous regardez, ici, il y a une graduation par 2. Alors, si je remonte, 10, 8, 6, 4, 2, après 2, il y aura 0. Et de l'autre côté, ici, ça diminue de 10. Alors, 100, 90, 80, 70, 60 et 50. Alors, il y a eu ici, là, si vous regardez, alors c'était toujours moins 2 quand je montais, puis ici, c'était toujours moins 10. Alors, je suis arrivée à 50. Le 50, c'est le B. D'accord? Tout ce qui nous reste à trouver, c'est le M. Le M porte le nom de la pente. La pente, pour la trouver, une fois que ceci est fait, ça se fait bien. Il faut prendre le nombre ici qui est constant, hein? La différence ici qui est constante, avec la différence qui ici est constante, et il faut diviser ce nombre-là par celui-là, et toujours dans cet ordre-là, parce que la pente, c'est la différence des Y divisée par la différence des X. Différence qui veut dire soustraction, si vous aimez mieux. Donc, quand je soustrais deux Y qui se suivent, hein, alors ici, ça me donne moins 10, ici, ça me donne moins 2. Moins 10 divisé par moins 2, ça va me donner 5. Alors, ce sera ici ma fonction affine. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Donc, supposons que j'avais maintenant la droite de la Le fonction graphique? affine. Oui, le graphique. Alors, ça aide beaucoup, en effet, Joanne. Je trouve que c'est vraiment, ça aide beaucoup. Je me demande même si on doit faire une deuxième, mais je pense que ça aide beaucoup. OK. Alors, je vais vous en inventer une autre. Excusez-moi, là, j'y vais à main levée, donc les droites ne seront pas très droites, mais vous allez pouvoir comprendre quand même. Alors, je vais graduer un peu comme un bon prof de maths n'aime pas, un peu n'importe comment. Alors, admettons que j'ai une droite, et puis là, je vais faire... OK. Alors, admettons que j'ai cette droite-ci et qu'on me demande son équation. Alors, comme je vous ai dit précédemment, c'est une droite, donc ça s'appelle une fonction affine en mathématiques, et l'équation qu'on doit trouver doit avoir la forme y est égale à mx plus b. Le y et le x font partie de la réponse, ça fait partie de l'équation. Ce qui nous reste à trouver, c'est la valeur du b et la valeur du m, et venir substituer ça là.
tantôt, je ne sais pas si là, je vous disais dans mon tableau de valeur, le B, c'était la valeur du Y lorsque X est égal à 0. Alors, selon la même logique, si je regarde ici, quand est-ce que X est égal à 0? Bien, c'est rendu ici. Alors, je vais chercher sur cette ligne-là quel est le Y où passe ma droite. Alors, quand mon X égale à 0, ma droite passe à 3. Ça voudrait dire que si ici c'est 0, là c'est 3. Donc, le B, c'est plus 3. C'est beau? Oui, c'est beau. Et pour trouver la pente, on va se déplacer dans notre graphique. On va partir d'un point et on va se rendre à un autre. Quand j'enseignais, je disais à mes élèves, prenez pas n'importe quel point, prenez des points que vous voyez qui arrivent vraiment dans les coins. Voyez-vous, on ne prend pas ce point-là ici. On pourrait prendre peut-être celui-ci, mais pas ceux qui sont n'importe où. Alors, je prends 2 points qui sont vraiment dans les coins et je me déplace. Alors, je pars d'ici, je dois aller là. Alors, je vais monter de 1, 2. Parce que je monte, je fais plus 2. Hein. Et là, je vais tourner ici, je vais faire, si vous regardez là, les graduations, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et parce que je m'en vais par là, du côté des X, ça aussi, c'est positif. Si vous m'avez bien écouté tantôt, vous avez entendu que pour trouver la pente, on divise, hein, vous vous souvenez, ça c'est une division, toujours les Y par les X. Alors, mes Y, voyez-vous, c'est sur l'axe des Y. Alors, je vais diviser mon 2 par mon X qui est 6. En principe, en mathématiques, on le laisse sous la forme d'une fraction. Idéalement, on la simplifie. Alors, on peut simplifier par 2. Si je divise par 2, ça donne 1. Si je divise par 2, ça donne 3. Donc, 2 sixièmes, c'est la même chose qu'un tiers. Donc, mon équation ici, c'est comme ça. C'est un peu un hasard qu'il y a 2, 3. C'est rare. C'est rare qu'on arrive avec des chiffres identiques, mais c'est comme ça. Est-ce que ça aide un peu? Oui, oui, ça va. Ça répond à votre question? Oui, oui, merci beaucoup. D'accord. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Par rapport, vous avez dit que le taux de variation, c'est ça? Oui. Hein? Le taux de variation est égal à la différence des X, des Y sur la différence des X. Hein? Oui. Sur le graphisme que vous avez présenté maintenant, oui. Est-ce qu'on a fait une différence? En fait, oui, excusez-moi, je l'ai effacé trop vite. En fait, c'est pour vous le montrer, je les ai comptés au lieu de faire une différence. C'est parce que, je vais vous dire, il y a une petite nuance en ce qu'on appelle un taux de variation et une pente. Un taux de variation, en général, c'est dans un problème de la vie, un problème de la vie courante. Dans un problème mathématique où il n'y a que des chiffres qui ne représentent rien de particulier, on va appeler ça une pente. Alors, ce qu'on avait ici, c'est que si je ne me trompe pas, je pense que c'était à 3. Et ça ici, c'était 5, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai compté les espaces. J'ai dit, j'ai monté de 2. Mais dans le fond, si j'avais voulu faire une différence, si mes nombres avaient été plus gros, je n'aurais pas compté comme ça. J'aurais fait 5 moins 3, ça me donne 2. Voyez-vous? Alors, je l'ai faite moi, mais d'une autre façon. Là, je vois mieux. Là, je vois plus clair. C'est correct, oui, c'est une bonne question. Et puis ensuite, pour les X en bas, on a fait la même chose. Hein? Oui, exactement. Je suis partie d'ici, je me suis rendue là. Alors, 6 moins 0, ça va donner 6. Alors, j'ai fait une différence. Mais comme je vous dis, étant donné que c'est gradué par 1, ben, j'aime autant compter les espaces. Souvent, les élèves font moins d'erreurs. Excusez-moi, moi, je suis habituée de travailler avec des adolescents, puis souvent, en 9e année, ils sont bébés, excusez-moi. Ils sont jeunes, ils ne comprennent rien. Alors, au départ, je fais très tranquillement. Mais ce sont des... Oui. Il y a une question de Sylvie Larivière. Oui, Sylvie. Oui, bonjour, Madame Legault. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Écoutez, moi, j'aimerais savoir de la part de celle qui a posé la question, ça fait référence, ce que vous venez d'expliquer fait référence à quel problème exactement dans le test pratique? C'est pas dans le test pratique. Il n'y en a pas. Excusez-moi de répondre pour elle, là, mais je voulais juste vous dire. C'est bon.
c'est pas dans le test pratique, c'est que la dame, si je ne m'abuse, a fait le test. Est-ce Oui. que c'est vrai? Je vais la laisser répondre. D'accord, parce que moi aussi, j'ai fait le test et je n'ai pas eu à me servir de cette formule. Ah non. Non. OK. D'accord. Donc, comme je le dis, c'est ça. Comme j'avais pratiqué le test pratique, donc du coup, j'étais vraiment perdue. Et comme vous avez parlé de pente, même dans un graphique, on voyait la pente. On voyait vraiment la pente, mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, et c'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, Madame Joanne. Ça répond à mes préoccupations. C'est un peu une question d'hasard parce qu'ils peuvent couvrir n'importe quoi dans le curriculum. Alors, il y a certaines versions du test où se trouve ce genre de questions et certaines autres où ça ne se trouve pas. Okay. Oui, super. Mais vous savez, il y a toujours moyen parce que ce sont peut-être juste. Excusez-moi. Ce sont des questions à choix multiples. Alors, vous avez les réponses et malheureusement ou heureusement, quand on a les réponses, des fois, ça peut, à partir des réponses, on peut faire des liens, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de connaître tout ça, mais on peut déduire ou éliminer des réponses qui sont certainement pas bonnes. Ça aide. Excusez-moi si je peux me permettre, j'aimerais répondre à la question à Sylvie. Elle voulait savoir dans quelle question de test pratique on peut utiliser les fonctions affines. Alors, je peux lui dire, c'est dans la question là où on doit trouver le nombre de chansons achetées. Là, c'est vraiment une fonction affine parce que la question revient finalement à trouver le B. Pour trouver le B, on va devoir d'abord trouver la pente qui est le prix de base de la chanson. Ah, OK, Lamia. Mais je voulais dire dans la section 2. Je sais et dans ça, la c'est section... dans la section 2. Non, ça, c'est dans la section 2. Parce que section 1, c'est mathématiques sans calculatrice. Section 2, c'est mathématiques avec calculatrice. OK, c'est le problème que Natacha a expliqué la semaine passée. Section 3, c'est la théorie ou la pédagogie. Exactement, c'est ça exactement qui nécessite une fonction affine. C'est ça, OK. Mais il n'y en a pas d'autres, par exemple. Non, il n'y en a pas d'autres. Merci de me donner la chance. OK. Merci. Mais il y en a d'autres, mais ce n'est pas comme ça. On ne vous demande pas de déterminer l'équation. Ça, c'est à un niveau quand même assez, un peu plus élevé. Je ne pense pas qu'on vous demande ça. C'est qu'on vous en demande des parties. Parce qu'il y a aussi la question avec le graphique où on parle des dépliants. En principe, c'est aussi affine, mais on peut le trouver autrement. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Il y a juste une question de où trouver le test, le lien du test pratique. Je vais le mettre dans la boîte ici, comme ça les gens peuvent le voir. C'est sur le site web du test de compétences. Et puis, vous trouverez pas seulement les questions, le test pratique, mais aussi le partie qui est sur la pédagogie. Alors, je vais mettre ça. Attends, c'est juste, je dois inclure le lien. Mes excuses. Voilà. Ça va? OK. Alors, si vous permettez, je pensais prendre des questions de la section 2, celles que peut-être, je ne sais pas si vous allez les trouver difficiles ou pas, mais peut-être celles avec lesquelles peut-être mes élèves auraient de la difficulté. Alors, si je vais avec la question numéro 6, la question numéro 6, on dit qu'on a vendu l'année dernière 800 colliers et cette année, on en a vendu 1080. Et on vous demande quel est le pourcentage que représente l'augmentation. Alors, premièrement, si on veut figurer c'est quoi l'augmentation, c'est combien? Alors, il va falloir faire 1080 moins le 800. Alors, 1080 moins le 800, ça va donner 280. Ça, c'est l'augmentation. Mais on demande quoi? On veut le pourcentage. Alors, pour avoir le pourcentage d'augmentation, on ne fait que diviser l'augmentation par ce qu'on avait au départ. Alors, combien on avait au départ
Et cette augmentation-là, par rapport au nombre du départ, représente combien? C'est-à-dire l'augmentation sur le 800. Voyez-vous? Alors, on en a 282 plus que ce qu'on avait au départ, c'est 800. Et on fait cette division-là, c'est ce que je vous ai dit tantôt, il faut diviser 280 par 800. Ça va vous donner ici un nombre décimal qui est 0,35. Mais 0,35, en principe, c'est pas vraiment, eux autres, ils veulent un pourcentage, alors vraiment le symbole de pourcentage. Alors, si on fait reculons ce qu'on a fait tantôt, alors ça, c'est 35 centièmes. Alors, ce que vous avez devant les yeux, c'est 35 centièmes. Et 35 centièmes, vous le savez comme moi, une note sur un test, ça pourrait aussi être écrit 35 %. Alors, ce sont trois mesures totalement équivalentes. Alors, dans le choix de réponse, le 35 % est là. Est-ce que ça va? Oui, madame. Si vous permettez. Oui. OK. Donc est-ce qu'on peut faire, par exemple, là, une règle qui dit que c'est la valeur initiale, on va dire le taux initial qui est tout au début. Non, plutôt le nouveau nombre qu'on a obtenu à partir de la soustraction sur la valeur tout au début, on va dire la valeur initiale. Ensuite, on multiplie par 100. OK. Est-ce que vous allez me trouver un petit peu tannante, mais c'est parce qu'en mathématiques, la valeur initiale, c'est quelque chose de très, très pointu. Alors okay. Ici, je ne l'utiliserai pas, ce vocabulaire-là, excusez-moi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, madame. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est la valeur tout au début. On ne va pas dire la valeur initiale, mais c'est la valeur qu'on nous a dit. Oui, là, moi, j'essaie de sauver un petit peu de temps, fait que je saute des mots peut-être, mais ce qu'il y avait au départ, on aurait pu écrire le nombre de colliers. Oui. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important ici, c'est de comprendre et d'arriver correctement au résultat. Ça va? Mais justement, c'est pour me faire une petite règle pour retenir. Ah, bien. En fait, l'augmentation, puis mettez ce que vous voulez, le nombre de départ, parce qu'on compare toujours, si on veut savoir s'il y a augmentation ou diminution, on compare toujours ça à ce qu'il y avait au départ, à la valeur qu'on a quand Mon Dieu, j'ai avec le mot départ dans la tête, excusez-moi, ce qu'on avait initialement. Alors, écrivez les mots que vous connaissez, mais si on avait eu une diminution, on aurait fait exactement le même exercice, sauf qu'ici, il y aurait eu un nombre négatif parce qu'on aurait eu moins, alors il y aurait eu une baisse, ça veut dire que le nombre aurait été négatif. Mais la logique est la même. Joanne, je pense que la question, je ne sais pas, que Kaina est en train de demander, c'est est-ce qu'elle aurait pu prendre le 280 sur 800 et juste fait fois 100 pour trouver le pourcentage? Oui, oui. Il y a bien des façons d'arriver au même résultat. C'est toute la même chose. Il n'y a pas de problème. Alors, juste pour faire ça plus vite, juste pour prendre la fraction et fois 100 pour trouver le pourcentage. En fait, je vais vous dire, c'est pas fois 100. En principe, ça devrait être, si vous faites fois 100, vous augmentez de 100. En principe, c'est fois 100%. Parce que 100%, c'est égal à 1. Alors, multiplier quelque chose par 1, ça ne change pas la réponse. Alors, ce qui arrive, c'est que le pourcentage s'en vient dans le symbole, le pourcentage va rester tel quel. Et ce calcul-là ici, quand on a divisé par le 800, on le multiplie par 100, il n'y a pas de problème, ça donne 35, puis le symbole pour 100 à côté. Mais on ne multiplie pas par 100, on multiplie par 100%. OK, merci beaucoup. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Excusez-moi de Madame, bien compris. Madame Logo? Oui. Excusez-moi, avant d'effacer, on aurait pu faire ça avec la règle de 3 aussi, n'est-ce pas? Ah, il y a souvent plusieurs façons. Oui, si je dis 800 correspond à 100%, alors je dis 1080 correspond à X, et là je trouve X c'est 1080 fois 100 divisé par 800, et puis ça me donne le même résultat. Oui. Mais vous savez, je ne peux pas faire toutes les méthodes, mais elles sont toutes bonnes. Oui, c'est vrai que c'est bon. Oui. Ça va?
Merci pour la réponse. Oui, merci. OK, allons-y. Alors, ensuite, si on allait avec le numéro 9. Au numéro 9, on vous dit que Rose, il fait 5 sandwichs. 5 sandwichs et puis Sam, pendant que Sam, lui, n'en fait que 4. Et on vous dit qu'au total, on doit faire 72 sandwichs au total. On demande bien combien Sam, à lui seul, en fera. Alors, si vous regardez, bien, pendant que Rose en fait 5, Sam en fait 4, ça veut dire qu'ils en font 9. Ils en font toujours 9 à la fois. On peut voir ça comme ça. Alors, si on en a 72 à faire, bien, 72 divisé par 9, bien, il y aura 8 étapes où il y aura 9 sandwichs de fait à chaque fois. Il y en aura 8. Donc, si on veut savoir combien chacun va avoir fait, bien, Rose aura fait 5 fois 8, mais Sam aura fait 4 fois 8, donc il aura réussi à faire 32 sandwichs. Est-ce que ça va? Question? C'est beau? Alors, madame? Oui. Oui. Vous pouvez reprendre la méthode? Je n'ai pas très bien compris. OK. Alors, on dit que quand Rose fait 5 sandwichs, Sam, au même moment, dans la même durée de temps, lui, il réussit à n'en faire que 4. Donc, ils en font 9. On peut en faire 9 d'un coup. Pas de problème. Ensuite, ils en font encore un autre 9. À chaque fois, Rose en fait 5 et Sam en fait 4. Mais on sait qu'au total, ils en ont 72 à faire. Ça fait combien de paquets de 9 sandwichs? Alors, 72 divisé par 9, ça donne 8. Donc, à 8 reprises, Rose et Sam feront leur sandwich à 8 reprises. Alors, si Sam fait 4 sandwichs 8 fois, bien, 4 fois 8, ça fait 32 sandwichs au total. Est-ce que ça va? Oui, ça va. D'accord. Moi, On peut aussi faire... je le ferai autrement. Oh, il y a bien mais des je suis, oui, je suis, je m'excuse, oui, on ne parce peut que pas toutes les faire. oui, c'est correct parce que c'est en fait, cette méthode-là, c'est vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que je vois, en fait. Donc, ça ne me permet pas de trop réfléchir, là, comme vous me dites. Faites-les comme vous voulez. Vous savez, il y a une chose, par contre, je vais vous dire. Quand vous enseignez là, les mathématiques jour après jour, année après année, vous apprenez qu'il y a des méthodes qu'on utilise en pensant à ce qui va venir après. Alors, quand j'ai préparé ça aujourd'hui, il y a des méthodes que j'ai dû changer pour réutiliser la même logique à chaque fois, plutôt qu'à d'aller dans tous des sens différents. Je m'excuse, mais c'est parce que à mon avis, je trouvais ça plus simple, surtout pour des gens peut-être qui ont, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, là. Il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas fait des mathématiques depuis longtemps. Alors, il vaut mieux y aller plus doucement qu'essayer de prendre des méthodes ou des théories qui... Exactement, c'est vraiment plus simple, c'est vraiment plus simple, c'est ce que je dis. C'est correct, faites-la. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, madame, est-ce que tout le monde peut fermer leur micro parce que plusieurs personnes parlent en même temps, s'il vous plaît. Merci. Alors, si on va avec une petite plus visuelle, hein? Alors, on va y aller avec un solide. Numéro 13. Au numéro 13, on vous dit qu'il y a comme ça des cubes qui ont été placés. Il y a 5 cubes qui sont placés l'un à côté de l'autre. Okay? Et on vous demande ici, on vous dit premièrement que les cubes ont la dimension de 9 cm par 9 cm par 9 cm. C'est vraiment un cube. Et on vous demande ici de déterminer l'aire de cette forme-là. Excusez-moi, c'est tout croche. Ça devrait être parfait, ça ne l'est pas. OK? Alors, ici, premièrement, il y a encore là plusieurs façons d'y arriver. J'avais l'habitude de dire à mes élèves que quand on cherche l'air, on cherche ce qui touche à l'air. Alors, si vous avez un cube ici et un cube là, bien, la face
qui est partagée entre les deux cubes, elle ne touche pas à l'air. Donc, il ne faudra pas la mesurer. Alors, on va mesurer seulement ce qui touche à l'air. Alors, premièrement, un carré, parce que c'est sur ça qu'on va se baser, le nombre de carrés qu'il y a au total dans le solide. Un carré, pour trouver son aire, on peut faire côté fois côté, côté au carré, base fois hauteur, vous faites la méthode que vous voulez, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut multiplier ces deux valeurs-là. Alors, 9 fois 9, ça veut dire que la surface d'un carré, c'est 81 cm². Combien y en a-t-il au total? Bien, si je regarde les 3 cubes qui sont au centre, on ne voit que 4 de leur côté, celui du dessus, celui d'en dessous, celui d'en avant et celui de derrière. Ceux des côtés, on ne les comptera pas parce qu'ils ne font pas partie de l'aire. Donc, ces 3 cubes-ci ont seulement 4 carrés d'exposés. Alors, 3 fois 4, ça fait 12 carrés. Les 2 cubes ceux qui sont aux extrémités, ont aussi les 4 faces, mais ils en ont une de plus, celle des bouts. Alors, ces 2 cubes-là, celui-ci et celui-là, ont 5 faces. Alors, 5 fois, en fait, excusez-moi, j'ai 2 cubes avec 5 faces, ce qui me donne 10 faces en tout. Donc, j'ai un total de 22 carrés qui forment ici cette forme-là. Alors, un carré, on a dit que c'était 81 cm. Alors, 22 fois 81, ça va vous donner le 1782. 1782, ce sont des centimètres carrés. OK? C'est beau? Il y a peut-être des gens qui auraient préféré faire l'aire d'un cube au complet et soustraire les parties qu'on ne voit pas. Ça se fait aussi bien pour arriver au même résultat. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? Merci. Je m'excuse, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Je m'excuse, j'étais un peu en retard. Est-ce qu'on peut faire comme si c'était un cube, c'est-à-dire 9 fois 5 fois 2 pour les deux côtés et ensuite plus 9 fois Oui, 9. vous pouvez travailler comme ça. Oui, vous pouvez faire ça aussi. Il y a plusieurs façons. Oui, vous pouvez le prendre comme une entité. Oui, ça va fonctionner aussi bien. Oui, c'est comme un prisme à base carrée. Oui, c'est ça, exactement. C'est beau? OK. Merci. Madame, moi, j'avais peut-être juste une petite question. J'ai compris, mais on dirait que c'est juste le 3 fois 4 fois 12. Mais je ne comprends pas pourquoi 3 fois 4, parce que si je me dis, théoriquement, on a les 3 au milieu, ça je comprends, puis 2 au bout. C'est parce que tu as ici au centre de ta figure, il y a 3 cubes qui sont un à côté de l'autre. Oui. Tu as la surface ici au-dessus. Oui. Tu as la surface en dessous. Oui. Tu as la surface derrière et tu as la surface devant. Donc, chacun de ces 3 cubes-là, on ne voit pour chacun d'eux que 4 des 6 faces. Parce que les autres faces sont sur les côtés. Je comprends avec 1, 2, 3. Mais on compte même le dessous, même si clairement il est en dessous. Oui. En fait, une figure comme ça, si on te la présente comme ça en mathématiques, on parle de toute la figure. On ne compterait pas le dessous si on te l'avait mis sur une table. Ça peut arriver. Si on te dit c'est sur la table, ben là, par exemple, il est à prévoir qu'on ne comptera pas le dessous. Il faut faire attention, là, des fois, on joue des petits tours comme ça, là, mais juste dans les airs, oui, il faut tenir en compte le dessous. OK, là, je comprends, merci. En tout cas, j'aurais aimé ça vous avoir comme prof au secondaire, ça aurait été plus simple. On aurait eu beaucoup de plaisir. Joanne, je voulais juste rappeler à tout le monde que dans le test même, il y a une feuille de formule.
Oui, c'est vrai. Attendez. Juste pour ce genre de air ou volume. Voilà, la voilà. Alors, excusez-moi, ça, j'ai pris une image d'une page. Ici, en bas, il y a comme 2 petits livres. Et dans la section 2, si vous cliquez sur les 2 petits livres, même dans la section 1, en fait, ça vous amène à une feuille de formule. Mais cette feuille de formule-là, il y a seulement que des polygones et des prismes. En fait, non, des solides. Alors, vous avez les formules d'air, de périmètre et de volume seulement. Puis, ils sont toutes là. En fait, je pense que c'est des copies qui ressemblent un peu aux feuilles qui vont avec le testing de mathématiques, là. Mais c'est seulement ces formules-là dont vous avez accès. Et vous pourrez aller voir, mais on vous donne la figure. Les lettres utilisées sont dans la figure et vous avez les formules qui sont en accord avec ça. Alors, ça peut, inquiétez-vous pas, on vous les donne. On nous donnera aussi les machines à calculer. En fait, c'est la même chose. Dans la section 1, vous n'avez pas ça, mais dans la section 2, au-dessus ici, il y a une petite calculatrice. Alors, si vous cliquez dessus, il y a une calculatrice qui apparaît. C'est une calculatrice très rudimentaire. Alors, elle fait les 4 opérations. Il y a une racine radicale, une racine carrée. Il y a, je pense, un pourcentage, je ne suis pas certaine. Puis, il y a la fonction pour changer plus ou moins, là. Mais c'est très rudimentaire, mais c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour répondre au test. Je parle de présentiel pour ceux qui veulent le faire en présentiel parce qu'ils l'ont ouvert hier pour les présentiels. Est-ce qu'ils vont utiliser des machines à calculatrice, des calculatrices où on doit les envoyer nous-mêmes? Ah, d'accord. Les apporter nous-mêmes parce que hier ils ont ouvert en présentiel et moi je me suis inscrite là-bas pour présentiel. J'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu en peux présentiel, répéter? maintenant on peut passer le test en présentiel. Ils ont passé des accords avec les collèges. Pas mal de collèges. Moi, je le fais au collège. En personne, tu veux dire en personne? Oui, en personne. Oui, mais je pense même pas que tu peux prendre ta propre calculation. Je ne penserais pas. Non. Est-ce qu'ils vont nous fournir dans ce cas des calculations? Ça va être sur l'écran. Ça va être toujours sur l'écran. Même si tu vas en personne, tu fais le test sur un écran. Oh, donc je vais toujours apporter mon ordi. Non, ils n'admettent pas. Ils n'admettent rien. Même pas de calculatrice, même pas de feuille. Non, je ne pense pas. Non. Alors, comment je pourrais faire les calculs? Alors? Sur le calculatrice. Mais on donne du papier brouillon, je pense, et des crayons, mais très peu. Même pas de brouillon. Ils ne veulent pas. Juste des crayons. Tu ne te donnes rien, tu passes le test comme si tu le fais à la maison. C'est la même chose. La seule différence, c'est que tu te déplaces pour aller quelque part. La calculatrice que tu as en ligne, que les gens utilisent ici quand tu fais à la maison, c'est la même calculatrice que tu utilises aussi. Donc, je dois aller avec mon ordi. Non. L'ordinateur est là-bas. Il y a des ordinateurs qui sont déjà là. Oh, OK. L'ordinateur est déjà là-bas. Je vais là-bas avec... OK, je comprends. Je pensais que c'était les feuilles maintenant et tout. Non. Donc, j'utilise leurs ordinateurs au lieu de la mienne. Donc, mais je vais là-bas. OK, je comprends maintenant. Tu dois avoir ta pièce d'identité et le mot de passe pour te connecter à l'ordinateur que tu vas trouver là-bas. C'est tout. Exact. Et je voulais juste clarifier aussi, parce qu'il y avait une confusion la semaine passée, c'est que vous avez le droit d'utiliser un bout de papier et un crayon pour faire ton travail. Mais quand tu fais ça à la maison, il faut montrer le bout de papier pour voir qu'il n'y a rien qui est écrit là-dessus au début du test. Et puis, j'imagine que quand tu vas en personne, ils vont te donner les bouts de papier, les petits morceaux de papier. Parce que moi, je suis trop touchante, donc si je ne touche pas quelque chose, je ne sais pas. Madame Lindy, si je ne me trompe pas, je pense que Natacha nous a dit la semaine passée qu'ils vont leur donner une calculatrice. C'est ça qu'elle a dit. Un papier, papiers. Tu sais, je vais juste vous dire que quand Natacha a fait le test l'année passée, c'était autre chose. Il y avait plus d'opportunités de l'écrire sur place et c'était fait autrement.
elle a partagé avec nous son expérience et il y a beaucoup qui est toujours comme ça, mais il y a certaines choses qui ont changé. Alors, je vais vous encourager de regarder vraiment le site web du test pour être sûr que vous comprenez exactement ce que vous attendez à faire. OK? D'accord. Merci pour la clarification. Merci beaucoup. Ouais, madame. OK, alors je vais continuer avec la question 21. Madame? Oui. Je voulais dire, par exemple, l'exercice que vous venez de dire, on pouvait juste compter les faces latérales qui est 20, ajouter les deux de côté, ça fait 22, ça revient moi-même. Oh, vous pouvez faire ça aussi. Mais vous savez, comme quelqu'un m'a dit, on pouvait dire c'était 45 parce que c'est 5 fois 9 et puis un côté c'est 9. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes. Vous prenez la méthode qui fait votre affaire. Ça va? Il y a plusieurs méthodes. Oui, Elles sont toutes bonnes. OK? Merci. Au numéro 21, on vous parlait des termes d'une suite croissante. Alors, 1 sur 64, 1 sur 32, 1 sur 16, 1 sur 8. Et là, on vous demandait le 7e terme. Là, il faut faire attention. Hein, ça vaut la peine de bien les écrire pour ne pas se tromper. Alors, ça, c'est le premier. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, 5, 6, 7. Alors, on peut faire des gros calculs. C'est peut-être pas nécessaire. Normalement, on pourrait dire, ben, on peut tous les mettre sur un dénominateur commun. C'est pas nécessaire. Si vous observez bien ce que vous avez devant vous, à chaque fois, le dénominateur, pour obtenir le dénominateur qui suit, on divise par 2. Alors, 64 divisé par 2, ça donne 32. Divisé par 2, ça donne 16. Divisé par 2, ça donne 8. Alors, le prochain, si on divise par 2, ça va donner 4. Donc, je suis rendue à 1/4. Si je divise par 2, ça va donner 2. J'ai 1/2. Et si je divise par 2, ça va me donner 1. Ça me donne 1 sur 1. Mais 1 sur 1, en principe, on n'écrit pas ça. On écrit seulement que 1. Donc, le 7e terme ici, c'est 1. C'est beau? Alors, peut-être que votre premier réflexe, c'était de mettre sur un dénominateur commun, mais si je peux vous donner un conseil avant de faire ça, ce qui est beaucoup de travail, même si vous avez droit à une calculatrice, ça ne vaut peut-être pas la peine. Alors, vous voyez, ça s'est fait quand même assez rapidement. C'était surtout pour vous donner un petit conseil. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Des remarques? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Si on avait demandé le 8e terme. Eh bien, on continue. C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, si on m'avait demandé, alors j'aurais divisé le 1 par 2. Mais 1 divisé par 2, ça donne 0,5 si vous voulez. Et si vous voulez, ça, on n'a pas le droit en mathématiques de laisser un nombre décimal dans une fraction. C'est interdit. Mais vous avez une calculatrice, faites seulement que 1 divisé par 0,5, vous allez avoir la réponse. Ça va vous donner 2. Ou, si vous comprenez bien ceci, vous allez avoir divisé 1 par 2. C'est ça que j'ai fait, hein? 1 divisé par 2. Et 1 sur quelque chose en mathématiques, ça l'inverse. Donc, si j'ai 1 sur 3/4, bien, ça va donner 4/3. 1 sur 2/5, ça va donner 5/2. Donc, 1 sur 1/2, bien, ça va donner 2. 2 sur 1. Mais le 1 au dénominateur, je ne l'écris pas. Est-ce que ça vous va? Super, merci beaucoup. De rien. Allô, madame? Oui. Et pourquoi vous avez dit, je n'ai pas compris, 1 sur 1, vous avez dit 0,25. OK. 0,25. Alors, en fait, ici, quand on fait notre suite, hein, on divise. Ici, on se rend compte que pour avoir le terme qui suit, il faut diviser par 2. Donc, 2 divisé par 2, ça va donner 1. Donc, c'est toujours le dénominateur. Au numérateur, là, le chiffre en haut, c'est toujours 1. On l'a vu, c'est toujours 1. Alors, je travaille qu'avec mes dénominateurs. Et quand j'arrive au 7e terme, bien, ça me donne 1 au dénominateur. Mais 1 sur 1, bien, ça veut dire 1 divisé par 1, ça donne 1. Alors, on n'écrit jamais un 1 au dénominateur. Vous savez, tous les nombres peuvent être écrits sous la forme d'une fraction en insérant un 1 en dessous. Tous les nombres ont un 1 ici, tous.
Mais personne écrit ce 1-là. Alors, c'est la même chose ici. Le 1 sur 1, ben, c'est 1. Si vous voulez continuer, si la demoiselle m'a demandé si on cherchait le 8e terme, si on cherchait le 8e terme, ben, ce 1-là, ici, on diviserait par 2. Alors, on se retrouverait avec 1 divisé par 2 au dénominateur. Tantôt, j'ai mis 0,5. C'est la même réponse. 1,5 puis 0,5, c'est équivalent. Alors, j'aurais 1 sur 1,5 et 1 sur quelque chose, ça a pour effet de l'inverser. Hein? Alors, vous pouvez faire la division par un nombre de fractions. C'est pourquoi diviser ce 1 par 2? Parce que vous, ici, là, celui-là ici, parce que pour trouver ces nombres-là, je divise toujours par 2. Divisé par 2, divisé par 2. 4 divisé par 2, 2 divisé par 2 et 1 divisé par 2. J'ai divisé par 2 tous mes dénominateurs. Mais ça, là, ce n'est pas dans le test. Ça, c'était une question qu'on m'a demandé si on m'avait demandé le 8e terme. Ce n'est pas la question. La question, c'est le 7e qu'on vous demande. Mais si on m'avait demandé le 8e terme, il aurait fallu continuer et c'est ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce que ça répond à votre question? C'est bon. Merci. Madame, moi j'ai une question un peu bébête, mais bon. Bon, il y en a pas. Test, si on fait 1 sur 1, si on fait 1 sur 1, ils vont quand même nous donner la réponse pour garder toujours la suite. Moi, je vais vous dire 1 sur 1, là. Premièrement, vous avez des choix multiples comme réponse, alors ça ne devrait pas être un problème. 1 sur 1, vous savez, ça donne 1. C'est pas mauvais. Mais c'est comme des ententes que les mathématiciens ont faites il y a longtemps pour dire, ben, on ne mettra pas ça, les 1 au dénominateur, on les enlève. Ils ne servent à rien. Alors, ça ne change pas grand-chose dans le calcul. Ça va? Merci, oui. De rien. OK. Alors, si on continue, on pourrait peut-être aller avec les lois des exposants. Je ne sais pas si vous vous souvenez des lois des exposants. Vous en avez besoin au numéro 18 du test de pratique. Les exposants, les lois sont il y en a plusieurs. Mais en 9e année, parce que le test va jusqu'à la 9e année, on travaille les 3 lois de base. C'est à partir de celle-là que toutes les autres aussi ont été créées, dois-je avouer. Alors, la première loi, c'est quand on a une base avec un exposant, c'est la loi. OK? A exposant M, qu'on multiplierait avec un A exposant N, ça nous donnerait la même base et on n'a qu'à additionner les exposants. Alors, M plus N. Ça a été inventé pour pouvoir travailler avec des nombres immensément gros sans être obligé de tout écrire. Alors, ça résume. Hein? C'est beaucoup plus simple. Alors, si j'ai A exposant M et que je divise par A exposant N, bien, selon la même logique, évidemment, ici, on va soustraire. Hein? Alors, vous savez, en mathématiques, c'est très logique, les mathématiques. Si en multipliant, on additionne ici, ben, en divisant, on va soustraire. La troisième loi, c'est quand on a une puissance, alors une base avec un exposant, à l'intérieur d'une parenthèse sur laquelle il y a aussi un exposant. Alors, la loi ici me dit de multiplier mes exposants. Alors, ça, c'est vraiment la base et vous n'avez pas besoin de comprendre plus que ça. Hein? Ça, là, avec ça, vous devriez être capable de vous débrouiller pour n'importe quoi, n'importe quelle question avec les exposants. Et quand j'enseignais ça, après avoir enseigné ça, moi, j'écrivais à mes élèves, ce qui est très, très, très important, c'est d'avoir absolument la même base. Il n'y a aucune loi des exposants où les bases sont différentes. Il n'y en a pas. Si les bases sont différentes, il faut faire le calcul au long. On ne pourra pas juste comme ça additionner ou soustraire les exposants. Ça ne fonctionne pas. Et si vous regardez comme il faut, le A, c'est la base, c'est le même A et c'est encore le même A. C'est tellement un problème que dans le testing, vous allez, si vous le regardez, là, ça c'est la question 18, dans deux des réponses, ils n'ont pas mis la même base. Tout de suite, c'est à éliminer.
parce que la loi dit bien qu'il faut avoir la même base. Alors, dans la question donnée, excusez-moi, la question donnée était 3 exposant 11 multiplié par 3 exposant 2. Alors, vous voyez, c'est la même base. Alors, dans ma réponse, ce sera un 3. Et parce que on me demande de multiplier, je vais additionner les exposants, ce qui va me donner 13. OK? Alors, si vous regardez comme il faut dans les choix de réponse, une des réponses, c'était 9 exposant 13. Jamais. Il ne faut jamais, jamais, jamais multiplier les bases. Elles restent telles quelles. Ça va? Question là-dessus? Commentaire? Explication fantastique. J'ai vraiment apprécié ça. Joanne, je suis en train d'apprendre ici. Yeah! Oui, oui. J'ai aussi un commentaire. Hein. Franchement, ce que vous venez de faire là, ça va aider beaucoup parce que ça va éliminer beaucoup de réponses. Okay. Oui, c'est ça. Je ne le savais pas non plus. Là, oui, c'est très utile. Puis c'est une erreur qui est commune, que les gens font souvent. Alors, les gens qui composent les tests le savent. Alors, ils mettent ça dans les choix de réponse. Mais non, jamais, 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 jamais. D'accord? Alors, très, très important. Et j'aime beaucoup que tu as dit quelque chose sur l'élimination de certains choix, parce que dans ce test-là, il y a toujours, moi j'ai trouvé au moins 2 qu'on pourrait éliminer. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Je vais vous en montrer une autre, là, attendez, ça c'est la question, excusez-moi, je passe la 43. Ça va, je vais juste expliquer, répondre à la question de Valérie. Elle m'a demandé... excuse-moi. Est-ce que cela fait partie de la feuille de formule? Non, la réponse est non. La feuille de formule, c'est que des figures. Des figures en 2 dimensions puis 3 dimensions, c'est tout. Alors, périmètre, air, volume, c'est tout. Fantastique. Merci. Okay. Question? Alors, excusez, oui. Question? Oui, donc si par exemple, on avait A exposé M plus... Non. OK. A exposé à N. J'aime votre question. Il n'y a aucune loi des exposants avec des additions et des soustractions. Aucune. Ça ne fonctionne pas. Il n'y en a pas. Alors, si on vous donnait dans le test, mais ils ne font pas ça, là. Ce ne serait pas gentil. Mais si vous mettez 3 exposants 5 plus 3 exposants 6, ben le choix de réponse que vous auriez, ça devrait être 3 exposants 5 plus 3 exposants 6 parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Il y a seulement 3 lois, une multiplication, une division puis une parenthèse. Ça va? Merci. De rien. C'était une bonne question. Alors, la question 43, vous allez voir, elles sont pas mal coquins. On vous dit, quelle option décrit la somme? Excusez-moi, Madame Legault. Oui, ça va, ça va. J'ai une question. Oui. Avec ce que vous venez d'effacer, oui. 3 exposants 5 et plus 3 exposants 6. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est ça la question? Oui, parce que, comme on a dit tantôt, A exposant M fois A exposant N qui est égal à A exposant M plus N. Ah, OK, c'est bon. Oui. C'est bon, en posant ma question, j'ai vu. Ça va, okay. Merci. Ça va? OK. Mais si on vous demandait de faire ce calcul, il se fait ce calcul-là, ça se fait. Oui, parce qu'en fait, je voulais le factoriser. Il faut faire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je pense que ça donne 729. Je ne suis pas sûre. Puis 3 fois 3 fois 3 comme ça, 6 fois. Je pense que ça va donner 6, ça fait 8. Je pense que ça donne 2100. Puis là, il faudrait additionner les deux. Ce serait la seule façon de le faire au long. Non, parce qu'en réalité, je pensais à 3 exposant 4 fois 3, par exemple. Oui. Plus 3 exposant 4 fois 3 exposant 2. Et là, je devais mettre un 3 exposant 4 en facteur. Et il devait me rester. Mais ça revient à ce que vous avez fait là. Oui, et en calculant. Vous allez finir par trouver la même réponse. La même réponse. Moi, c'est plus compliqué que d'autres choses. Hein? Ça va?
Alors, au numéro 43, on vous disait quelle option décrit le mieux cette somme-ci. Alors, ça, là, je sais, ce n'est pas une question très difficile, mais c'est juste pour vous montrer à quel point vous pouvez éliminer dans les choix de réponse. Les choix de réponse, c'était 1, 2, ça, c'est le numéro C. Le numéro C, c'est entre 1 et 2, 1 et 2. Et le numéro D, c'était entre 2 et 3. 2 et 3. Bien, si vous regardez 11 cinquièmes des tartes, une tarte coupée en 5 morceaux, vous avez 5 morceaux ici, un autre 5 morceaux ici, puis vous en avez un 11e là. Donc, ça fait combien de tartes? En fait, ça fait 2 tartes au complet, plus un 5e. Ça veut dire que ça, c'est plus grand que 2. Hein? Parce que si vous le faites la division, là, 11 divisé par 5, ça va vous donner 2 et il reste un 5e. Ou si vous aimez mieux, si vous divisez 11 par 5, ça vous donne 2,2. Donc, juste cette fraction-là est déjà plus grande que 2. Donc, vous éliminez ça, puis vous éliminez ça. Vous n'avez même pas fait le calcul. Ça peut seulement être la dernière réponse. Voyez-vous? Alors, il y a des fois comme ça où ça ne vaut pas la peine de mettre un dénominateur commun, additionner. C'est une perte de temps parce que le choix de réponse parle par elle-même, hein, par lui-même. Ça va? Mais je ne comprends pas pourquoi ça donnerait 2 le 11 sur 5. Ça donne plus que 2. Regarde, si tu divises ça, tu te souviens tantôt au départ, j'ai dit ça, c'est une division. Si tu divises 11 par 5 là, avec ta calculatrice, elle va te donner 2,2. Ça veut dire que 2,2, c'est plus gros que 2. OK, mais autrement, il ne faut pas penser que ça donnerait comme 2 entiers. Non, c'est clair. Et ça dit la réponse, c'est juste 2. Ben non, la réponse, c'est pas juste 2. C'est impossible, tu additionnes ça en plus à côté. OK, je comprends là. OK, ça va? Oui. Oui, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? OK. Il y en a d'autres comme ça. Attendez, je cherche un peu là, dans ma tête. Parfois, je me disais, mon Dieu. OK, celle-là, la 45e. La 45e, c'est, il vous donne une solution. On nous dit que la solution, c'est x égale 12. Bon, d'accord. Et on vous donne 4 équations, puis on vous dit 12 est la solution de laquelle de ces équations-là. Alors, la première, c'était 3 fois x moins 17 est égal à 19. La deuxième, c'était 8x plus 4 est égal à 12. La troisième, c'était 2 tiers x plus 3 est égal à moins 5. Oups, moins 5. Et la dernière était 7 tiers x moins 6. 7 tiers x moins 6 est égal à 22. Bien, si vous faites juste regarder, x c'est 12. Faites pas, solutionnez-les pas. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais x égale 12, ça veut dire que si je mets 12 ici, mais réfléchissons. Si je mets 12 moins 17, 17 est plus gros. Il y aura plus de négatifs. La réponse va être négative. Puis 3 fois tous ces négatifs-là, ça ne peut pas donner plus 19. C'est impossible. Alors, la réponse ici, je vous répète, est négative. 12 moins 17. Faites-le avec votre calculatrice, vous allez voir. Alors, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas être ça. Ça, c'est certain que ça ne fonctionne pas. Ici, le x, c'est 12. Je fais 8 fois 12. 8 fois 12, c'est un gros nombre. C'est 96. Bien, si j'additionne ce gros nombre-là à 4, ça ne peut pas me donner 12. Impossible. J'élimine. Ici, je mets 12 ici à la place du x. Je multiplie le 12 par un nombre qui est positif. Un positif avec un positif, c'est tout positif, ça. J'additionne un positif, ça me donne une réponse négative. Impossible. D'où il vient ce négatif-là? Nulle part. Éliminé. La bonne réponse, c'est ça. Et j'ai fait aucun calcul, vraiment. Voyez-vous? Juste par logique.
Mais si vous voulez vérifier que vous avez la bonne réponse, voici ce que vous allez faire. Vous substituez le x par le 12. OK? Je vous ai dit tantôt, tous les nombres ont un 1 en dessous. Donc, sous le 12, il y a un 1. Ça fait quoi, ça? Ça fait 7 fois 12. Avec votre calculatrice, vous allez avoir 84. Et 3 fois 1, ça donne 3. 84 divisé par 3, si vous faites le calcul, vous allez avoir 28. Et 28 moins 6, ça donne 22. Donc, c'est la bonne réponse. Est-ce que ça va avec vous? Questions, commentaires? Très bien, merci. C'est beau? C'est clair comme l'eau de roche, madame. Merci. Oui, mais ça arrive souvent, ça. Je vous dis qu'il y a des réponses comme ça que... Ça m'aurait épargné. Ça nous épargne de faire du temps pour faire autre chose. On va juste vérifier et on a la réponse. On accélère. C'est ça. C'est juste que quelquefois, quand on est dans le test, on pense pas à ça. On a la pression, on ne pense pas à tout ça, alors on fait juste les calculs. Mais prenez comme 2 secondes. Des fois, là, juste regarder le choix de réponse, là, ça n'en dit beaucoup. Juste regarder, voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y en a un autre, numéro 44. Moi, mon mathématicien préféré, c'est Pythagore. C'était mon idole. Pythagore a vécu à peu près, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, à tous les jours, il y a des millions de personnes qui utilisent son fameux théorème. Alors, le théorème de Pythagore, ça se fait, il est utile seulement dans un triangle rectangle. Alors, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle de 90 degrés. Dans le triangle rectangle, il y a un côté qui est très particulier, c'est celui qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, j'en parlais avec mon fils en fin de semaine. Lui, ça fait un petit bout de temps qu'il a laissé l'école aussi, là, qu'il travaille. Il me dit, c'est le côté penché. J'ai dit non, pas nécessairement. Parce que moi, je faisais exprès. J'avais tellement peur que mes élèves me répondent ça. Je ne voulais pas qu'ils me répondent ça. Je leur faisais des exemples comme celui-ci. Là, je disais, et où l'hypoténuse? Ben là, tu as un problème. Il y a 2 côtés penchés. Ce n'est pas les côtés penchés, l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés et c'est surtout celui qui fait face à l'angle droit. Alors, imaginez que vous êtes ici, que vous regardez avec vos yeux, ben en face de vous, c'est ça ici qu'on va appeler l'hypoténuse. L'hypoténuse. Voyez-vous? Donc, oui, quand c'est écrit, quand il est fait comme ça, oui, l'hypoténuse va être ici parce que c'est en face de l'angle de 90 degrés. Moi, j'ai joué beaucoup de tours à mes élèves dans ma vie. Voyez-vous? Si je le mets comme ça va être où l'hypoténuse? Bien, il va être là, l'hypoténuse, en face de l'angle de 90 degrés. OK? Alors, le théorème de Pythagore, vous n'avez même pas besoin de le connaître pour faire le test, mais je vais vous le dire, mais vous n'en avez pas besoin. Après ce que je vous aurais expliqué, vous n'en aurez plus besoin. C'est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Et ne faites pas comme mes petits élèves coquins qui enlevaient les 2. Les 2, s'ils sont là, c'est parce qu'on en a besoin. Il ne faut pas les enlever. Et l'hypoténuse, c'est le côté C. Donc, la mesure de l'hypoténuse va là. Donc, le plus grand nombre va toujours être ici, toujours. Les 2 autres, c'est pareil. Qu'on les change, on va avoir au même résultat. OK? Mais ce que vous avez besoin peut-être de connaître, après ce que je viens de vous dire, c'est rien de tout ça. Parce que dans le test, on vous dit, voici, on donne une fenêtre et on vous met comme ça un angle de 90 degrés qui est obligatoire. Ce côté-là mesure 3 mètres, celui-ci mesure 4 mètres. On a dit ça, c'est une diagonale. C'est vrai, ça porte le nom aussi d'une diagonale. C'est moins mathématique, mais c'est vrai. Et on vous demande cette mesure-là. Bien, c'est simple, là, puis apprenez-le parce qu'on risque de vous parler juste de cette mesure-là. Il y a ce qu'on appelle les triplets de Pythagore. Les triplets de Pythagore, c'est 3 nombres que, si on les utilise ensemble, ça fonctionne parfaitement. Et quand j'enseignais ça à mes élèves, j'avais des petits morceaux de bois qui mesuraient, je ne prenais pas 3 cm, là, mais 3, 4, 5. Je leur donnais, puis je disais, fais-moi un triangle. Ils arrivaient tous au même triangle et tous leurs triangles étaient des triangles rectangles.
Alors, si vous avez les mesures de 3 mètres, 4 mètres, ici, c'est 5 mètres et c'est garanti que ça va faire un triangle rectangle. Vous n'avez même pas besoin de faire de calcul. Maintenant, tous les triplets de Pythagore, là, vous pouvez tout multiplier. C'est-à-dire, si je multiplie ça par 2, ça donne 6. Je multiplie ça par 2, ça donne 8. Je multiplie ça par 10. Alors, 6, 8, 10, c'est aussi un triplet de Pythagore. Vous pouvez multiplier par 100. Alors, ça, c'est 300, ça, c'est 400 et ça, c'est 500 et c'est aussi un triplet de Pythagore. Alors, tous les multiples de 3, 4, 5 forment des triangles de Pythagore, des triangles rectangles. Est-ce que ça vous va? Question, madame. Oui. Donc, le triangle de Pythagore, c'est toujours un triangle rectangle. Oui, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait un angle droit. Oui. Et par hypoténuse, donc parfois, on peut nommer l'hypoténuse par diagonale. Ben, en fait, c'est parce que dans le problème, ce n'est pas un problème de mathématiques pures, je vous dirais c'est un problème de la vie. Alors, on vous parle d'une fenêtre. Et parce qu'on vous parle d'une fenêtre, on n'utilisera pas le terme hypoténuse qui est très mathématique. On va parler ici de diagonale parce que c'est une ligne penchée. Voyez-vous, on est un peu des puristes, les mathématiciens. Alors, on a le vocabulaire strict relié aux mathématiques, puis on a le vocabulaire dans la vie de tous les jours, comme je vous dis, dans des problèmes de mots. OK, merci, madame. Ça va? Madame, j'ai compris, mais pouvez-vous reprendre les triplets de Pythagore? Parce que cette méthode, c'est la première fois. OK. Les triplets de Pythagore, il n'y a pas que ceux-là. Je dois vous avouer, il y en a d'autres, mais ça me surprendrait beaucoup qu'on vous parle des autres. Alors, c'est pour ça que je m'en suis tenue à ceux-là. Alors, les triplets de Pythagore sont 3, 4, 5. Si je multiplie par 2, ça fait 6, 8, 10. Si je multiplie ça par 3, ça fait 9, 12, 15. Si je multiplie par 4, ça fait 12, 16, 20. Et je peux aller comme ça jusqu'à l'infini. Et si je prends, par exemple, 3 petits morceaux de bois, un de 12 cm, un de 16 cm et un de 20 cm, et que je les place pour qu'ils se touchent, bien, je vous garantis que ça va former un triangle rectangle. Alors, le grand côté va mesurer 20, l'autre va mesurer 16 et l'autre va mesurer 12. Ça va faire un triangle rectangle parfait. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Merci. C'est rien, ça fait plaisir. Alors, vous n'avez même pas besoin de faire de calcul pour ce numéro-là. La réponse, c'était 5. On vous disait, si on a 3 et 4, l'autre côté va être 5. OK? Ça tant longtemps qu'on connaît les triplets de Pythagore, justement, on n'a même pas besoin de calculer. Fait que si j'ai 3, 4, on peut assumer que c'est 5 parce que ça va, si je le multiplie toujours par 2, ça va donner des chiffres des multiples. Il y en a d'autres, mais je ne pense pas qu'on vous demande des autres. Il y a 5, 12, 13 qui fonctionnent. Il y en a d'autres, mais je ne pense pas. Habituellement, ils vont s'en tenir le plus de base. Puis comme vous connaissez maintenant les multiples, ça devrait adapter. OK? Hey, merci. Ça fait plaisir. Bon, alors. Ça aussi, c'était fantastique. Merci, Joanne. Il y en a des trucs, hein? Il y en a des trucs. Ils sont faits avec le cœur. Bon, PEDMAS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de PEDMAS. Alors, PEDMAS. Bien, ça, c'est l'ordre des opérations. L'ordre des opérations, je disais toujours à mes élèves, c'est pas juste dans notre école, c'est pas juste dans l'Ontario, c'est pas juste au Canada, c'est aussi en Australie, c'est vrai sur la Lune, puis maintenant, c'est même vrai sur Mars. C'est toujours vrai lors des opérations. Alors, puis là, je leur disais, vous allez voir des fois sur les sacs de chips ou peu importe, là, ils font des questions, ils font des concours, puis ils mettent, excusez-moi le terme, c'est la maudite petite question mathématique pour voir si, en tout cas, je ne sais même pas pourquoi ils mettaient des questions mathématiques, mais parfois, pour arriver à une réponse qui avait de l'allure, il ne fallait pas tenir compte de l'ordre des opérations. Puis je disais à mes élèves, c'est pas correct, c'est faux. Ces gens-là auraient avantage à consulter des mathématiciens pour qu'il y ait une vérification. Alors, à tous les ans, il y a quelqu'un qui m'arrivait avec un sac de chips, quelque chose pour me montrer qu'il y avait une petite question mathématique.
qui ne fonctionnaient pas parce qu'on ne respectait pas l'ordre des opérations. Alors, ça les tenait vraiment à l'affût, puis comme ça, ils s'en souvenaient mieux. Alors, attendez que je trouve une belle question. Je m'en suis mis, vous ne voyez pas où je me trouve, mais je suis entourée de questions mathématiques un peu partout. Attendez, laquelle que je vais prendre? Celle-là, je la trouve trop simple. Il y en avait une autre à quelque part. Oh là 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 là. Oh, tiens, celle-là, non, c'est pas celle-là. Ah, ça aussi, je vais les faire, celle-là, tantôt. Attendez, excusez-moi, là, ce ne sera pas très long. Le temps qu'on réfléchisse un peu. Bon, ben, écoute, donc, je ne la trouve pas. Fait que je vais prendre celle-là. Alors, 17 moins 2 fois 3, moins 2 fois 3 plus 9. Bon, ben, P, ça veut dire parenthèse. Alors, ça veut dire qu'en principe, s'il y a des parenthèses, je devrais commencer par faire le calcul de ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Une fois que ça, c'est fait, je dois vérifier s'il y a des exposants. S'il y a des exposants, je devrais m'assurer de faire le calcul qui a un exposant, là, le nombre qui a un exposant. Ça devrait être le suivant. Division, multiplication. Ces deux-là peuvent être interchangés. C'est-à-dire, si la multiplication se présente dans mon calcul, avant la division, je vais faire la multiplication en premier. Alors, c'est un ou l'autre, dépendamment lequel se trouve en premier. Là, j'ai toujours dit à mes élèves, parce que vous savez, les élèves, ce n'est pas toujours évident. Vous, j'imagine, ce n'est pas le problème, mais on sait tous, nous, qu'on lit de gauche à droite. Alors, c'est en s'en allant par là. Alors, il faut regarder qu'est-ce qui arrive en premier. La multiplication ou la division, mais c'est la première qu'on verra, qu'on fera en premier. Et c'est la même chose pour addition et soustraction. La première qu'on voit après avoir fait les autres calculs, si c'est la soustraction qui arrive avant l'addition, c'est celle qu'on fera en premier. Alors, ça va en groupe de 2. Alors, si vous faites comme mon beau-père, vous allez faire 17 moins 2 fois 3 plus 9. Là, il m'appelle et il me dit « Joanne, je n'ai pas la bonne réponse. » Alors, je lui réexplique. L'ordre des opérations. Alors ici, il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a pas d'exposant. Il y a une soustraction, une multiplication et une addition. Alors, pas de parenthèse, pas d'exposant. Est-ce que j'ai une division ou une multiplication? Oui, j'ai une multiplication. Alors, vous avez le choix. Il y a deux choix. Faire 2 fois 3, 6 et le négatif, venir le mettre devant. Vous pouvez faire ça. Hein? Réécrire tout ce qu'on n'a pas encore utilisé comme calcul. Ou vous pouvez faire moins 2 fois 3 avec votre calculatrice, ce qui va vous donner moins 6 et rajouter le 17 et le plus 9. Alors, la soustraction, vous pouvez l'utiliser comme le négatif du nombre 2 et l'utiliser dans le calcul, ou vous pouvez juste faire la petite multiplication et mettre le signe de soustraction ici devant. Vous allez arriver au même résultat. Ça ne change rien. En principe, les calculatrices de nos jours sont intelligentes. Celle qui est sur le test, je ne l'ai pas vérifiée, mais en principe, les calculatrices de nos jours respectent l'ordre des opérations. Alors, je ne sais pas si vous faites 17 moins 2 fois 3 plus 9, si elle va vous donner la bonne réponse. Mais il fut un temps où ce n'était pas le cas. Alors, il fallait faire le calcul au long. Alors ici, une fois qu'on est rendu là, on a soustraction-addition. Alors, on va les faire dans l'ordre. 17 moins 6, ça fait 11. Et 11 plus 9, ça fait 20. Alors, une après l'autre, on fait les opérations une après l'autre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. Donc là, si on n'est pas sûr, donc si on fait comme ici, on a P de masse. Donc, si on commence par l'addition et la soustraction après, là, on ne va pas trouver la même chose. Ça prête un peu à confusion, là. Là, je ne suis pas certaine. Vous ne pouvez pas commencer par l'addition et la soustraction. Ça ne fonctionne pas, là. Si on commence, donc là, vous voyez, c'est P de masse. Donc, c'est addition et après soustraction. Donc, non, si on commence par l'addition, on ne va pas trouver la même chose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous pourriez avoir la soustraction puis l'addition. Puis ici, vous pourriez avoir la multiplication et la division. Ces deux-là peuvent être interchangés, mais il ne faut pas les changer ici. Ce que je veux dire, c'est que dans le calcul,
la première qui se présente à gauche, c'est la première que vous allez faire, que vous allez solutionner. Vous ne viendrez pas faire cette addition-là avant de faire cette soustraction-là. OK? Oui, si vous voulez dire que vous arrivez au même résultat, peut-être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, faites attention puis respectez les consignes. On ne peut pas arriver à la même solution là. Oui, bien c'est ça. Ici, vous allez arriver à la même chose, ça va donner 3, puis 17 plus 3, ça va donner 20. Mais en principe, si vous étiez dans ma classe puis vous me solutionnez ça comme ça, je vous enlèverais des points de communication. Alors qu'on a fait de masse, on devait commencer par l'addition et après par la soustraction. Bien, en principe, quand on l'enseigne fait de masse, puis c'est ce qu'on leur dit. C'est ceux-là, c'est un groupe qui peut être interchangé. C'est comme ça qu'on l'enseigne. C'est parce que le danger, je vais vous dire, quand vous vous mettez à faire des règles qu'on ne tient pas toujours, ben si vous changez cet ordre-là, ça peut faire un gros, ça peut changer beaucoup. Alors, il faut faire attention rendu là, si on permet ou pas de ces changements-là. C'est juste ça. Vous savez, moi, j'essayais de ne pas trop compliquer la vie de mes élèves, de rester toujours avec la même façon de penser et d'enseigner avec la même logique. Mais oui, c'est vrai que si ça ne change rien. Les additions, des soustractions dans l'ordre, le désordre, on arrive à la même chose. Ouais. C'est beau? OK, merci, oui. De rien. D'autres questions? Ça va? OK. Alors, il y avait aussi, ça on en a parlé, attendez. Amadou a dit non. Je ne sais pas s'il veut dire non, il ne comprend pas ou... Ah, qui ça? Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Oh, peut-être c'est juste une réponse à une autre question que Valérie a demandé tantôt. Ah, OK. OK, merci. De rien. Alors, le numéro 35, ça, des fois, ça fait peur un petit peu aux gens. On parle d'un train. On parle d'un train qui va parcourir 486 km. 486 km. Et il a une vitesse constante, c'est très important là, parce que c'est pas un cours de physique, hein, c'est un cours de maths. Alors, la vitesse, elle est constante. Et le train va à 120 km à l'heure. OK? Alors, on vous dit, après avoir roulé 3 heures et 15 minutes, on vous dit, quelle distance reste-t-il à parcourir? À quelle distance reste-t-il à parcourir? Donc, là, je vous dis tout de suite, s'il y en a parmi vous qui êtes des ferrés en physique, là, je vais enseigner ça là, d'une façon très simple. Je ne vous connais pas. Si je connaissais vos forces et vos faiblesses, peut-être et sûrement je l'enseignerais autrement. Mais je vais l'enseigner très simplement. Alors, 3 heures et 15 minutes. Alors, si le train va à 120 km, il fait 120 km en 1 heure. En 3 heures, combien de kilomètres aura-t-il fait? Bien, il en aura fait 3 fois 120, ce qui fait 360 km. Si en 1 heure, il fait 120 km, en 15 minutes, il n'en fait qu'un quart. Alors, si je fais 120 divisé par 4, ça me fait 30 km. Voyez-vous? En tout, pour les 3 heures et 15 minutes, la personne aura fait 390 km. Or, on vous demande combien de kilomètres reste-t-il à faire? Bien, 486 moins 390, ça donne 96. Donc, il reste 96 kilomètres à faire. Là, les profs de physique, ils deviendraient fous de me voir faire ça comme ça. Là. Mais reste qu'on vous donne des nombres qui sont simples. On ne vous aurait pas donné ici 13 minutes, ça m'aurait surpris. On va vous donner 15, 30 ou peut-être 45, mais je ne pense pas qu'on aille avec des fractions très compliquées. Alors, Joanne,
Simplement. Je vois une confusion avec comment tu as calculé les 30 km en 15 minutes. Est-ce que tu peux juste... oui. Parce que 360, tout le monde a bien compris. OK. Alors ici, 120 km en 1 heure. Ça veut dire en une heure, on fait 120 km. Nous, on parle ici, là, dans 1 heure, il y a 4 fois 15 minutes, voyez-vous? Alors, si on a fait 120 km en 1 heure, bien, dans un quart d'heure, on en a fait 120 divisé par 4. Ça veut dire 30 km. Ici, un autre 30 km, là, un autre et là, un autre. Donc, au total, ça fait 120 km. J'ai divisé par 4 parce que 15 minutes, c'est le quart de 1 heure. Donc, c'est le quart de 120. Alors, il y a un lien ici. Hein? Alors, un quart d'heure, alors l'heure divisée par 4, bien 120 divisé par 4 aussi, ce qui me donne le 30 km qui a été fait pendant ce 15 minutes-là. Est-ce que ça va? Pour moi, ça va très bien. Je vois ça exactement. Alors, j'espère que les autres, ils ont bien compris ça. Oui, ça va, madame. C'est clair. Ça va? Bon, excellent. Quand mes élèves me disaient c'est clair, je leur répondais non, c'est Joanne. Alors, après quelques temps, quand je leur demandais si c'était clair, ils me répondaient tous non, c'est Joanne. Et Joanne, on n'a que 6 minutes qui nous restent. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais aussi tu veux continuer avec les différentes questions parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai des questions. Je viens en fait de voir dans les informations par rapport au test. Je vois ici résoudre graphiquement des systèmes d'équations. À quoi ça a l'air? Est-ce que vous pourrez essayer de donner un exemple de résolution? OK. Vraiment, il y a ça. C'est surprenant parce qu'il n'y en a pas aucun dans le testing. OK. Résoudre graphiquement. Wow! OK, je vais vous en faire un. Alors, admettons, là, ça va être un peu plus compliqué, je m'excuse. Alors, Y est égal à... je ne sais même pas si ça va se faire facilement. Attendez, on va essayer ici. Si je mets... Ça fait 2, si je mets 2, ça fait 5, 2, 5, ça fait 4. Wow! OK. Alors résous graphiquement 1, 2, 3, 4, 5. On revient un peu au premier exemple qu'on a fait tantôt ensemble quand on parlait des droites affines. OK? Alors, vous reconnaissez, bien, je vais recommencer par celle-là. Vous reconnaissez l'équation Y égale à MX plus B. D'accord? Le B, si vous vous souvenez, c'est le point sur l'axe des Y où passe la droite. Donc, ici, le B, c'est 3. Donc, cette droite-ci passe à 3. Parce qu'il n'y a aucun chiffre devant le X, bien, en réalité, il y en a un, c'est 1. Parce que tout le monde ici, vous voyez tous un X. Mais encore là, c'est une convention en mathématiques qui fait que quand il y en a juste un, on ne l'écrit pas. Donc, la pente est égale à 1. Encore là, si vous avez bien écouté, vous savez que la pente, c'est delta Y sur delta X. Mais on n'a seulement qu'un chiffre. Donc, ça veut dire qu'ici, bien, il faut qu'il y ait une autre donnée. Je vous ai dit aussi qu'il y a toujours un 1 au dénominateur. Lui aussi, on ne l'écrit pas. Donc, en fait, la pente, c'est 1 sur 1. À partir du 3, je vais monter de 1, je vais tourner de 1. Je vais monter de 1, je vais tourner de 1. Je vais monter de 1. Je fais la pente comme ça. Delta Y, delta X. Delta Y, delta X. OK? Alors ici, ça me donne comme ça, excusez-moi, ça va être croche. Ça me donne ici cette droite-là qui est Y est égal à X plus 3. Est-ce que je dois réexpliquer ça? Pour moi, oui, madame, s'il vous plaît. OK. Là, on recommence. Alors,
Je vous ai dit tantôt que l'équation d'une droite s'écrit mx plus b. Le b, c'est sur le point, c'est un point, sur l'axe des y. Et le m, c'est la pente, et la pente, c'est la différence des y sur la différence des x. Si vous aimez mieux, c'est le chemin qu'on fait verticalement et ensuite le chemin sur le chemin horizontal. Alors, quand on vous donne l'équation y, vous voyez ça là, y est égal à x plus 3. 3, c'est le b et 1, c'est la pente. Alors, le 3, c'est un point sur l'axe des y. Il est ici. Et à partir de ce point-là, je vais faire le chemin de la pente, c'est-à-dire le delta y sur le delta x qui est 1 sur 1. Donc, je monte de 1, je tourne de 1. Je monte de 1, je tourne de 1. Je monte de 1. Je le fais à plusieurs reprises pour avoir une droite la plus droite possible. Ouais, si on fait juste 2 points, des fois, ça bouge, c'est pas parfait. OK? Madame, Oui. Madame, moi j'ai une proposition. Oui. Si on attribue des valeurs à X, on va trouver la valeur d'Y. Par exemple, si moi je dis oui. égal vous avez raison, vous avez raison. Et mais si moi je dis ça dans ma classe, je vous enlèverai des points. Vous avez raison. Alors, ce que la dame a dit, c'est qu'on met ici, on met 0. 0 plus 3, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, avec 1, j'ai 4. Si je prends 2, 2 plus 3, ça fait 5. Si je prends 4, 4 plus 3, ça fait 7. Et comme ça, j'obtiens mes points. Ça fonctionne aussi bien. Oui. Super. Je vois que... C'est les différences, excusez-moi. Moi, ça, par contre, je trouve de la difficulté par rapport à delta X, delta Y sur delta X. J'ai du mal à le faire. OK. Delta Y, c'est un déplacement vertical et delta X, c'est un déplacement horizontal. Alors, quand vous avez 1 sur 1, ça veut dire que verticalement, ça, c'est positif. Donc, on monte de 1 et 1 aussi, il est aussi positif, on tourne de 1. Je monte de 1, je tourne de 1. Je monte de 1, je tourne de 1. Je vais faire l'autre. Vous allez peut-être mieux comprendre à partir de l'autre équation, si vous permettez. OK? Alors, si je regarde l'autre équation que j'ai mise, ça, c'est le B. Et ça, c'est la pente. Donc, 3 sur 2. Donc, ça veut dire qu'ici, la prochaine droite part de 2. 2, c'est sur l'axe des Y. Et à partir de ce point-là, verticalement, je vais monter de 3, je vais tourner de 2. Et je vais le faire plusieurs fois. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Et si vous regardez comme il faut, où est-ce que les droites se croisent? C'est la solution de mon problème. C'est le point 2,5. C'est là qu'elles se croisent les droites. C'est la solution. Vous êtes tous bouillés. Oui. Nous sommes à temps, mais je vois que Amadou a une autre question. Alors, je me demande si on prend la question d'Amadou et puis, parce que c'est assez long pour continuer à concentrer. Okay. Et comme tout le monde sait, on va avoir encore une session la semaine prochaine. Mais oui. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup appris. Alors, peut-être on va très vite prendre la question d'Amadou et on va clôturer. Bonsoir, je voulais juste savoir comment on peut travailler la pédagogie en fait. La pédagogie? Oui. Vous avez des documents sur le site. Je vais te laisser répondre à ça, madame. Oui, en effet, il y a 3 documents qu'il faut regarder et il n'y a pas de solution. Vous devez les lire et puis vous devez répondre aux questions. Et les 3 documents, il y a les liens qui se trouvent sur le site web que je vous ai donné le lien. Ça, c'est le site web du test de compétences en mathématiques. Et il n'y a rien à faire. Vous devez juste lire ces documents. Je sais qu'ils sont assez longs, mais vous les lisez et vous allez, je pense,
attraper la plupart des choses. C'est pas compliqué, c'est que vous devez juste vous rappeler, pas comme, tu sais, mémoriser, rien comme ça, juste savoir un peu de quoi il parle et puis vous aurez les réponses. Il y a beaucoup de logique. J'ai trouvé que dans le test que j'ai essayé de faire, c'est un peu confus parce que les réponses qu'il donne, souvent c'est très proche, parfois c'est confus en fait. Donc, c'est pour ça. Oui, rien à faire. En effet, c'est vraiment injuste parce que en lisant ces documents, c'est pas comme si vous devez une meilleure enseignante ou enseignant. Mais c'est ça qu'il demande. Alors, c'est comme tout dans le test, on doit faire ce qu'il nous demande à faire, malheureusement. OK, merci. Il faut vraiment, j'ai une question moi aussi. Il faut vraiment aller comment on dit ça, fouetter tout le curriculum de maths de A à Z de toutes les années, en fait. Non, en effet, vous parlez pour le côté pédagogique. Pour le côté pédagogique, il n'y a que le début des documents qui expliquent un peu la pédagogie de comment enseigner les mathématiques. Pour le test lui-même, pour savoir ce qu'il y a sur le test, je pense que si vous prenez 9e année, 8e année, peut-être 7e année, vous allez avoir le tout. Beaucoup de personnes ont utilisé les exemples qui sont sur le site de OQRE pour le test de mathématiques de 9e année. Comme ça, vous pouvez pratiquer un peu ce que pourrait être sur le test. Parce que 9e année, évidemment, c'est le plus difficile. Ce sont des questions les plus difficiles que vous allez trouver sur le test. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu injuste parce qu'il y a des questions qu'on nous demande qui n'ont rien à voir avec les niveaux auxquels nous allons enseigner. Ouais. Je trouve que c'est injuste. Oui, moi aussi, on nous honnêtement. demande des choses quand on pose les questions là dans les questions qui concernent la partie pédagogique là. C'est comme si on nous demande de bloquer parce que il faut donner la réponse qui est exacte. Si il y a pas la réponse à peu près, il faut donner la réponse qui est exacte. Ça signifie quoi? Il faut qu'on bloque, il faut qu'on mémorise. Or, ce n'est pas logique, même les enseignants, quand ils donnent le cours ou l'évaluation, ils ont tout sur leur bulletin. Ils ne mémorisent pas. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est injuste. Oui, non, on est tout à fait d'accord. Et en effet, je voulais juste vous dire qu'il y a une organisation des étudiants maîtres qui sont en train de faire une poursuite légale, poursuite légale contre le gouvernement, contre le test. Ils sont en train d'attendre leur jour dans les cours. Ça va être je pense en juillet. Alors, eux autres, ils espèrent que leur cas va être plus fort que celui du gouvernement. Et moi aussi, j'espère qu'ils vont gagner. On l'espère vraiment, on l'espère que ça soit ainsi parce que ce n'est pas logique du tout. Non, on comprend et on est tout à fait avec vous. Et puis, imaginez, vous avez fait 2 ans de formation et puis on vous demande de passer un test de mathématiques et si vous échouez, non, vous n'avez pas le droit de... Et alors, pourquoi on a fait ces 2 ans de formation? Oui, non, on comprend. Je pense qu'il y a une toute dernière question. Il y a quelqu'un qui essaie de demander? Je ne sais pas, pourrons-nous avoir l'enregistrement de cette séance? Alors, j'ai dit plusieurs fois dans le chat box que demain, vous irez recevoir un lien avec l'enregistrement de cette session. Vous pouvez la regarder. Si vous ne recevez pas le lien, parce qu'il y a certains où ça va dans le courriel, alors à ce moment-là, vous pouvez regarder sur le site web de la FAO où vous avez fait votre inscription pour joindre la session. Vous irez voir l'enregistrement de cette session ainsi que tous les enregistrements de toutes les autres sessions en français
aussi en anglais, sont tous là pour vous. Alors, je vous encourage de vraiment consulter le site web et vous allez voir l'enregistrement. Et finalement, sur où? Sur quel site? C'est sur le site web de l'AFEO. Je vais encore mettre le lien pour vous dans la boîte ici. Juste donnez-moi 2 minutes pour le trouver. Oui, madame. Merci. Merci beaucoup, madame Lindsay. Ça n'a pas d'importance, mais avant que vous partiez, je voulais vraiment dire un très, très grand merci à Joanne. Ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Elle nous a partagé vraiment son expérience. C'est vraiment une enseignante fantastique de mathématiques. Difficult, but for the Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Oh, sorry. Et alors, je voulais juste dire vraiment, Joanne, je vais prendre avec moi tout ce que tu nous as appris aujourd'hui et je remercie énormément.